Voilà, donc au nom de l'Institut des régions chaudes, je suis Jacques Maillet, le directeur de cet institut depuis 2011. Je voulais d'abord vous souhaiter une bienvenue d'autant plus sincère que beaucoup d'entre vous ont fait de nombreux kilomètres pour venir ici. Et donc je les remercie d'avoir pu prendre sur leur temps pour se retrouver à Montpellier. Certains d'entre vous étaient déjà au précédent colloque qui a été organisé au Quorum et qui a permis de déboucher sur un certain nombre de recommandations concernant l'agriculture familiale. Ici, on va resserrer le débat sur un thème beaucoup plus spécifique, mais je laisserai à Betty et à Henri le soin de le présenter. Moi, je voulais simplement vous donner quelques mots sur l'Institut des régions chaudes, donc, qui est un institut riche de son histoire, puisque il résulte de la fusion des écoles de CNEARC et NCIASIARC qui, en 2007, ont intégré Montpellier Supagro, mais il a gardé toute la vocation des écoles d'origine et même peut-être renforcé ces vocations en associant la partie agroalimentaire et la partie agronomie qui étaient traitées traditionnellement au CNEARC et à l'NCIASIARC. Donc, au sein de Montpellier Supagro, on synergie avec 4 départements de formation et de recherche, 2 autres instituts, l'un sur la vigne et les vins, l'autre plutôt sur le développement, l'agro-environnement. Donc, l'IRC a pris toute sa place en gardant cette thématique spécifique de la valence développement agronomique et agroalimentaire pour le Sud, qui est sa caractéristique. Alors, le contexte a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais je pense que les missions sont toujours restées centrées sur l'objectif de former des cadres français et étrangers qui vont être des cadres de haut niveau et aptes à répondre aux enjeux du développement agricole et agroalimentaire durable au Sud, en venant suivre ici des formations de trois types différents qui sont proposés en parallèle. Donc une formation d'ingénieur en 3 ans sur les systèmes agricoles et agroalimentaires durables pour le Sud, qui lui-même se subdivise en 2 sous-ensembles, qui est sur la partie développement agricole et rural au Sud, et un autre qui est sur la partie industrie agroalimentaire pour le Sud, avec des enjeux qui se rejoignent dans la formation pour avoir une vision de la fourche à la fourchette. Nous avons également une formation de 6e année, un bac plus 6, donc ingénieur de spécialisation, sur les questions d'innovation et de systèmes dans les systèmes agronomiques et agroalimentaires du monde. Cette formation en 1 an est destinée à apporter des compétences complémentaires, soit des ingénieurs agronomes, soit des ingénieurs qui viennent d'autres écoles, les écoles vétérinaires par exemple. Et il lui est adossé un master des grandes écoles qui lui est ouvert à des étudiants de provenance très différentes, puisqu'on peut avoir des gens de Sciences Po, d'écoles de commerce, étudiants français ou étrangers, encore une fois, puisque cette dimension internationale reste un des enjeux forts que nous souhaitons affirmer au sein de l'IRC. Et puis nous avons également des masters de l'État français, des DNM, soit propres à l'institution, soit qui sont cohabilités avec les universités et qui permettent, comme les diplômes d'ingénieur, de poursuivre également en thèse par la suite et de faire des doctorats. Vous avez un certain nombre de doctorants qui sont présents aujourd'hui dans ces 3 journées. Nous accueillons à peu près 300 étudiants qui proviennent de 25 pays différents. Et donc 30% d'entre eux sont des étudiants étrangers affiliés à ces différents cursus que je viens rapidement de vous présenter. Alors avec une forte dominante d'étudiants qui viennent de l'Afrique, subsahélienne ou du Maghreb, mais également des étudiants d'Amérique centrale ou du Sud ou d'Asie du Sud-Est, donc une palette relativement large qui permet des rencontres interculturelles intéressantes, mais qui aussi nous confronte à une hétérogénéité des publics à laquelle il faut adapter la pédagogie qui est proposée au sein de l'IRC. Cette formation, elle s'appuie sur des enseignants-chercheurs qui sont membres d'unités de formation et de recherche. On bénéficie ici d'un contexte très favorable avec Agropolis qui nous offre la possibilité d'avoir toutes les thématiques de l'agronomie ou de l'agroalimentaire qui sont à nos portes pour la recherche. Et donc c'est évidemment un bénéfice important pour nos étudiants, mais également donc, pour notre corps enseignant. Et nous nous appuyons également sur un service qui est assez spécifique, je pense, dans les écoles supérieures d'agronomie, qui est le service DEFI, donc développement, expertise, formation et ingénierie pédagogique pour le Sud, qui est un service composé d'ingénieurs dont les activités vont se porter à l'international sur à la fois de la coopération universitaire, de l'appui à l'ingénierie pédagogique, de l'accompagnement à la mise en place de formations techniques agricoles ou d'enseignement supérieur agricole, et d'expertise auprès d'entreprises
ou d'ONG, dans tous les domaines qui sont traités au niveau de l'IRC en termes de formation et de recherche. Donc cette organisation entre l'enseignement, le service d'expertise, de transfert, qui jouent ensemble dans un continuum étroit, permet d'apporter à nos étudiants à la fois des opportunités de stage, mais également une professionnalisation importante par les interventions des ingénieurs, leur présence même au sein de l'établissement, et cette forte implication dans les formations. C'est une richesse sur laquelle je souhaitais insister. Donc, entre ce triptyque formation, recherche, transfert, expertise dont nous bénéficions ici, ce qui les relie, c'est évidemment ces missions de développement durable pour le Sud et ces thématiques qui toutes sont reliées à l'agriculture familiale d'une façon ou d'une autre. Et donc, il était logique qu'en cette année où l'agriculture familiale a été placée comme en exergue des enjeux pour répondre aux problématiques d'alimentation dans le monde, il était donc logique que l'IRC s'inscrive également dans cette proposition d'événements autour de l'agriculture familiale. Donc, avec une déclinaison spécifique, puisque l'accompagnement à l'insertion des jeunes dans les agricultures familiales au Sud, c'est une thématique qui est un peu nouvelle et qui a été peu développée jusqu'à présent, même si l'IRAM, par exemple, l'an dernier, a proposé toute une journée autour de cette thématique-là. Mais il est évident qu'avec la participation de personnes d'origines très différentes, puisque nous avons des représentants d'organisations professionnelles agricoles, nous avons des représentants d'ONG, des agriculteurs, des enseignants-chercheurs, nous avons également des personnes du monde politique qui sont concernées par cette question-là. Donc cette confrontation d'acteurs très différents nous semble être un peu originale et peut-être permettre par les 3 jours auxquels vous allez assister, d'accentuer, d'aller au fond des questions qui accompagnent cette thématique. Nous avons la chance également d'avoir le réseau phare et des membres du programme AFOP qui vont être présents tout au long de ces 3 jours et qui vont enrichir de leur expérience, des applications qu'ils ont dans le plaidoyer pour l'agriculture familiale et la formation technique pour les jeunes agriculteurs. Nous avons donc la chance de bénéficier de toutes leurs expériences qui vont être confrontées à d'autres expériences et ce sera de la richesse de ces 3 journées. Alors, je laisserai à Henri Rouillet-Dorfeuille et puis à Betty le soin de développer plus précisément le pourquoi de ce choix. Moi, je terminerai simplement en disant que l'intérêt de cette thématique apparaît évident quand on voit le nombre de personnes qui ont souhaité participer. Plus de 20 pays sont représentés pendant ces 3 jours. Donc, je le disais, des acteurs d'origine très diverses. Malheureusement, un certain nombre de personnes qui auraient souhaité participer n'ont pas pu le faire parce qu'elles ont été retenues pour des problèmes de visa que on a toujours un peu de mal à comprendre. Nous espérons qu'ils pourront malgré tout s'associer à nos réflexions par le streaming puisque l'ensemble des débats sera retransmis en direct ou en différé pour ceux qui le souhaitent et que les actes du colloque seront également envoyés à ces personnes. Je voudrais terminer en remerciant tous les partenaires qui ont soit financer la venue de participants étrangers. Alors, je ne vais pas tous les citer peut-être, mais vous les avez indiqués au moins sur l'affiche du colloque, le FIDA, la MFR, l'AFDI, FERT, le programme AFOP, le réseau phare, la chaire UNESCO Alimentation du Monde que nous hébergeons au sein de Montpellier Supagro et plus particulièrement de l'IRC, le service défi dont je parlais tout à l'heure. Et puis un remerciement tout spécifique au conseil scientifique de Montpellier Supagro, à l'AFD et à Agropolis Fondation qui, par les contributions financières qu'ils nous ont apportées, nous permettent non seulement de soutenir les séjours d'un certain nombre d'entre vous, mais également de vous offrir finalement l'ensemble des repas et des pauses qui nous permettront de nous alimenter de façon plus substantielle que par les débats que nous allons avoir tout au long de ces 3 jours. Donc voilà, on vous avait dit qu'il y aurait un financement ou une contribution au repas. Grâce à cette aide qui nous est parvenue un petit peu tardivement de la part d'Agropolis Fondation, nous pouvons tout prendre en charge et nous en sommes ravis. Voilà, je terminerai en remerciant bien évidemment tous les intervenants et les animateurs des différentes sessions de ces 3 jours, l'équipe de l'IRC qui s'est mobilisée pour l'organisation, avec un coup de chapeau tout particulier à Liliane Calvin,
que vous avez eus en échange mail tout au long de ces 3 jours. Edgar Santander, qui est aux manettes dans le bureau pour les visioconférences, le streaming, l'enregistrement, mais qui également, vous le verrez, a contribué à un film qui vous sera présenté demain. Et puis ma secrétaire, que j'ai mis à rude épreuve durant ces quelques jours. Voilà, enfin, un grand bravo à l'âme du colloque, Betty Wampfler, qui va assurer le fil rouge au cours de ces 3 journées, qui, je l'espère, seront très fructueuses et source d'inspiration pour l'ensemble des participants. Voilà, bon démarrage. Et je passe la parole à Henri. Oui, bien, merci beaucoup. Je suis très content d'être au départ de ces 3 jours. Très content d'être dans l'amphi Dumont, puisqu'on va parler de transmission de patrimoine et de génération. Il se trouve que j'ai été jeune aussi et que j'avais un vieux professeur qui s'appelait René Dumont et il a aussi transmis. Et voilà. Et donc, je vais essayer de transmettre un petit peu aujourd'hui. Alors, on va parler donc de l'installation des jeunes. Donc c'est à la fois un problème de continuité, de génération, de transmission, mais c'est aussi une question de rupture, puisque il faut évidemment que les jeunes soient face à des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et aussi ceux de demain. Donc il y a évidemment des problèmes d'évolution, de transformation, donc on ne peut pas simplement reproduire à l'identique. Et puis on va parler aussi de parcours, enfin vous allez parler de parcours individuels, mais c'est également une fonction collective, ce problème de la transmission. Je vais essayer d'aborder un petit peu ce problème. Ce n'est pas seulement un choix individuel, c'est effectivement toute une agriculture qui doit se transformer avec l'arrivée des successives des jeunes générations. Et puisque ça nécessite de faire un peu de projection, de prospective, et que ça a un caractère collectif, c'est évidemment un problème de politique publique qui se retrouve d'ailleurs dans nos pays, en France par exemple. C'est un des éléments de la politique agricole commune, de la politique nationale. On est en train de discuter une loi qui s'appelle la loi d'avenir pour l'agriculture. Le problème de l'installation des jeunes, chez nous par exemple, est très critique, puisqu'on considère que pour 4 départs d'agriculteurs âgés, souvent grâce à un système de retraite des agriculteurs qui donc sont incités à partir à l'âge de 65 ans en France, et bien pour 4 départs, il y a une installation. C'est vous dire que effectivement, même si on est 3% d'agriculteurs dans la population en France, ce chiffre continue à baisser. On ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter, puisqu'en Europe de l'Ouest, je crois qu'on a perdu 25% des exploitations dans les 8 dernières années. Donc vous voyez, ce processus du départ des agriculteurs et de la faible réinstallation de nouveaux agriculteurs est quelque chose de très important. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps parce que malheureusement, je suis pris dans un truc qui s'impose à moi parce qu'on profite de la présence à Montpellier de beaucoup de monde pour multiplier les réunions. Il se trouve que je suis un peu bloqué par le temps. Alors, parlons d'avenir un petit peu. Et bon, moi, je fais quelque chose d'assez général, évidemment. Vous avez 3 jours pour approfondir. Mais peut-être je vais essayer de me centrer sur cette projection qu'on a à faire vers l'avenir, quel type d'exploitation, quel type d'agriculture. Et je fais un discours assez général. Évidemment, dans chaque pays, dans chaque région, il y a des données particulières, mais on est quand même face à des problèmes mondiaux, des défis mondiaux. Je vais développer un petit peu, mais aujourd'hui,
on marche plus sur une jambe, c'est-à-dire la jambe de la production agricole qui doit nourrir le monde, et puis avec cette unique fonction, on peut plus être dans des agricultures monofonctionnelles, comme on pourrait dire, qui consiste simplement à se centrer sur cet objectif de production, qui est effectivement un objectif d'économie. C'est effectivement là que l'agriculteur se rémunère en vendant les produits agricoles qui, pour l'essentiel, deviennent des produits alimentaires. On sait aujourd'hui, et depuis une bonne vingtaine d'années, que évidemment cette fonction de production doit aussi respecter les facteurs utilisés, c'est-à-dire en fait les ressources naturelles. Il faut qu'on conserve ce patrimoine qui est un patrimoine commun, bien sûr, de l'humanité, mais qui est aussi, je vous dis, les ressources, la terre, la fertilité, la biomasse, l'eau, sont les facteurs de production de l'agriculteur. Et on sait qu'on doit intensifier, puisqu'il faut produire plus, mais on doit intensifier de manière respectueuse de l'environnement. Donc c'est une deuxième jambe. Donc c'est rentré difficilement dans les esprits, dans la tête des experts, des responsables, mais enfin, c'est quand même assez présent aujourd'hui. Mais aussi, on marche sur une troisième jambe maintenant. Il faut prendre en considération une troisième fonction qui est le caractère d'employeur de l'agriculture. L'agriculture fait travailler... Enfin, 40% du travail mondial est un travail agricole, aujourd'hui encore. Ce chiffre, c'est la moyenne mondiale. C'est 65% dans l'ensemble de l'Afrique, notamment subsaharienne. C'est encore 50 et voire 55% en Asie. Du travail total est agricole, de production agricole. Et puis chez nous, c'est arrivé à 3%. Aux États-Unis, c'est 1,5. Donc, il y a eu effectivement, pour nous, dans les 150 dernières années, le départ, le transfert de travail de l'agriculture vers, d'une part, les villes, d'autre part, les autres secteurs de l'économie. 150 ans, on est passé, nous, entre 1850 et 1980, de 60%, 65% d'agriculteurs à 3%. On a fait cette espèce de transition agrodémographique en 150 ans dans un contexte particulier. Et donc, aujourd'hui, le problème, alors rien ne dit qu'en Afrique, on doit être 65% de paysans dans la population, rien ne dit qu'en Asie, on doit être 50%, rien ne dit que en Europe de l'Ouest, on doit être 3%. Il n'y a pas de règle. 3%, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il y a une régulation nécessaire parce que pour que ce transfert s'opère décemment, c'est-à-dire qu'on quitte l'agriculture pour aller ailleurs, encore faut-il qu'ailleurs il y ait de la place, qu'il y ait des emplois hors de l'agriculture, dans l'industrie ou dans les services, qu'on arrive en ville dans des conditions décentes. Voilà. Et voilà. Alors, dans la plupart des cas, on en est très très loin. Hein, c'est-à-dire que les flux qui sortent de l'agriculture sont tout à fait très supérieurs à la capacité d'accueil économique et social des partants de l'agriculture. Donc cette fonction d'employeur, elle est fondamentale. Et si les flux sont déséquilibrés, le marché du travail ne peut plus remplir sa fonction qui est simplement d'assurer une mobilité de la main-d'œuvre d'un secteur vers un autre secteur de l'économie, de la campagne vers la ville. Voilà. Et au lieu de faire un transfert positif, puisqu'en général, dans les théories classiques, on ne sait plus qui est la cause et qui est la conséquence, mais on vous dit ce transfert, c'est le progrès, hein, c'est le développement économique, ça permet de faire la révolution industrielle, etc. Mais il faut savoir où est la cause et où est l'effet.
C'est pas parce qu'on part de l'agriculture et qu'on envoie de la main-d'œuvre en masse vers un marché du travail que ça fait de l'industrie. Bon, voilà. Et donc, alors on en est où aujourd'hui? Je développe un peu ça parce que c'est un peu le sujet qui m'occupe ces derniers temps. Et on s'attend d'ailleurs à ce que j'en parle, donc je le fais. Je vois Christian qui l'a déjà entendu 20 fois, donc il me l'a reproché ce matin, mais ça fait rien, il va encore en prendre une dose. En tout cas, le problème, il est extrêmement sérieux. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, il nous manque 1 milliard d'emplois à l'échelle du monde. Hein. Et le marché du travail est internationalisé, contrairement à ce que disent beaucoup d'économistes qui considèrent que non, c'est des affaires locales, l'emploi, ça se traite localement, c'est pas un truc international. Si c'est international, parce qu'il y a des migrations, et s'il y a des politiques anti-migratoires très fortes, il y en a toujours, mais surtout, il y a des délocalisations d'activités économiques et d'industrie. Et voilà, il y a des call centers ailleurs, il y a des services qui se rendent par des travailleurs indiens en France, etc. Donc tout ça circule. Et puis même si rien ne bouge, il y a encore un effet parce que l'état du marché à Jakarta, même s'il n'y a pas de mouvement d'hommes ou d'activité économique, il a un impact sur notre marché. On sait très bien que pour ça, toute cette discussion sur le coût du travail est importante. Donc il y a bien internationalisation. Donc il nous manque aujourd'hui 1 milliard d'emplois. Alors est-ce que c'est un mauvais moment à passer? Est-ce que ça va s'arranger? Alors d'abord, pour que ça s'arrange, il faudrait qu'on règle le problème de ce milliard de personnes qui attendent qui sont en situation de quasi-exclusion. Deuxièmement, on sait qu'on va être 2 milliards de plus à peu près, ça c'est des statistiques, c'est des prospectives démographiques, c'est ce qu'il y a de plus fiable, hein. Donc en 2050, donc 2 milliards de plus, ça veut dire 1,5 milliard, 1,3 milliard d'actifs, c'est-à-dire de la tranche d'âge 15-65 ans. Voilà, 1,3 milliard en plus. Et puis, on est dans une situation où il y a une montée de la productivité du travail, donc il y a de la destruction de travail. Alors c'est très difficile d'évaluer ça, mais en tout cas pour l'agriculture seule, hein, je ne parle pas de la fonction publique qui dégraisse, de l'artisanat aussi, ou du petit commerce qui diminue, mais pour la seule agriculture, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si on laisse filer les choses, si le modèle agricole à 3% de paysans se diffuse largement, ce qui est en fait sous-jacent à la plupart des politiques qui se mettent en place, des politiques agricoles qui se mettent en place, sur les 3 milliards de personnes qui vivent de la production agricole aujourd'hui, les fameux 40% de la population, on va en perdre. On va passer de 40% à 3%, ça fait 2,6 milliards, ça fait 1,7 milliard d'actifs. Voilà. Donc on est si on fixe l'horizon 2050, on est à une demande d'emploi potentielle de 4 milliards d'emplois. C'est-à-dire que ça nous met en devoir, je dirais, de créer. Il faudrait créer autant d'emplois. Alors évidemment, tout ça, c'est des grands raisonnements. Hein, c'est pas pareil en Suisse qu'au Paraguay, etc. Mais bon, on est dans la mondialisation, on prend des chiffres globaux. Alors, 4 milliards d'emplois, c'est évidemment, ça supposerait un rythme de création d'emplois considérable, ce que l'histoire n'a pas connu jamais à ce rythme-là. Et en plus, dans un contexte où il y a une productivité du travail qui monte, des systèmes d'automation, etc. Donc, on est face à un problème qui est aussi considérable que le changement climatique, ou qui est aussi considérable que la question de l'alimentation. Donc il faut le prendre en compte, et il faut le prendre en compte dans l'agriculture, puisque c'est le premier employeur mondial de très loin. Et l'agriculture, c'est l'exploitation familiale, c'est l'exploitation, et notamment familiale. Je veux dire, c'est là où se fait la production, se gèrent les ressources, se créent des richesses. Vous voyez, c'est pas au ministère, c'est pas dans les instituts de recherche, c'est dans les exploitations familiales. Et donc, ces trois fonctions de production, de gestion des ressources et d'emploi, et donc de rémunération,
se situe là pour 40% de l'humanité. Voilà. Alors, pour ne pas vous laisser quand même dans le vide complet, qu'est-ce qui pourrait freiner cette exclusion des paysans? Parce qu'il s'agit de ça. Ce n'est pas donc une demande de l'extérieur qui attire les paysans qui partent, c'est des processus internes à l'agriculture qui peuvent être d'ailleurs des décisions individuelles de partir, mais dans la plupart des cas, ces décisions individuelles sont prises ou sont obligées parce que la situation de la paysannerie, de la petite paysannerie, qui est le gros de ces 40%, est mauvaise, est très mauvaise. Et donc, on peut pas interdire les mouvements. Certains pays le font. En Chine, il y a une sorte de passeport intérieur qui régule les départs et qui fait que le travailleur chinois, celui qui fait les 10% de croissance, là, est un travailleur sans papier. Et qu'il est en situation de vulnérabilité complète, comme des sans-papiers chez nous, probablement même bien pire, et qu'à tout moment, on peut lui demander de rentrer chez lui. Il ne peut pas mettre ses enfants à l'école ou les avoir d'ailleurs avec lui, et il est rattaché à son village d'origine. Son passeport intérieur, son hukou, indique qu'il est originaire de tel village et que son identité, elle est là. Elle n'est pas là où il travaille. Voilà. Donc, mais ça, c'est un extrême qui montre que les Chinois, d'ailleurs, sont extrêmement conscients de ces problèmes de migration intérieure. Il faut savoir qu'en Chine, près de 95% des exploitations agricoles ont moins d'1 hectare. C'est pas une minorité. C'est l'agriculture chinoise fonctionne sur des exploitations agricoles de moins d'1 hectare. Voilà, la situation, elle est donc... alors, il y a des côtés très positifs. Ils ont créé, je crois, 150 millions d'emplois en milieu rural à travers des petites industries, etc. Il y a toute une politique, mais il y a eu une attention historique extrêmement forte sur ces problèmes de migration intérieure. Alors ça, c'est pas une solution qui est facile. D'abord, n'importe quel régime ne peut pas faire ça ni l'obtenir. La seule solution, en fait, c'est que on donne un avenir à cette agriculture, cette petite agriculture familiale, en moyenne, en général, qu'on lui donne un avenir et donc une perspective économique. Il faut que le travail agricole soit rémunéré décemment, pour que les gens soient ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de départ. Il y a des gens qui, évidemment, il y a d'autres problèmes que le salaire ou la rémunération du travail. Il y a la pénibilité, il y a l'accès aux soins, il y a l'éducation. Il y a des tas de choses qui fait qu'effectivement, il y a une incitation au départ. Mais quand même, la lutte contre la pauvreté agricole est le cœur, je crois, d'une réflexion d'avenir. Alors, donc on se retrouve à dire, n'est-ce pas, que la pauvreté agricole, la pauvreté paysanne est un moteur de l'évolution, un moteur extrêmement négatif, parce que cette pauvreté dégrade les ressources naturelles. Lorsqu'un paysan est pauvre, il va évidemment surexploiter son patrimoine, son capital, ses ressources, parce qu'il y a une absence de revenus, il faut qu'il en tire, donc c'est une dégradation, il va faire du bois de feu. Je sais pas, j'ai pas le temps de citer des tas d'exemples, mais enfin, il y a tout ce qu'il faut pour démontrer tout ça. Et cette pauvreté rurale, comme je l'explique, à travers ce problème de transfert vers des situations d'exclusion complète, est un facteur de déstructuration de la société considérable. Ce que l'on observe dans un certain nombre de pays, Ibrahima Koulibaly, qui est responsable paysan pour le Mali, malien, et qui était là hier, et qui est nommé ambassadeur pour l'année de l'agriculture familiale, mais c'est évidemment une ambassade en chocolat, comme on dit au Quai d'Orsay. Mais, bon, pour l'année, le dit clairement, je veux dire, il est entre Boko Haram, AQMI, je ne sais pas quoi, dans une situation de grande pauvreté des paysans, dans une situation où l'éducation se fait mal, où les enfants sont
sont pas très armés pour réagir à des vendeurs de vent. Et donc, cette pauvreté est quand même la vraie raison de toutes ces difficultés qui peut y avoir. Et donc, si vous voulez, si on est amené à parler de l'emploi et donc de cette lutte, de cette situation de pauvreté paysanne, c'est parce que c'est pour des raisons humanitaires, parce que c'est un drame pour les familles et pour les personnes et tout ça, et parce que c'est dans cette catégorie qu'il y a des personnes qui ont faim, etc., etc. Mais c'est aussi parce que c'est le moteur d'une situation, d'une évolution extrêmement dangereuse pour l'ensemble de l'humanité. Ces flux qui sortent, qui vont vers le marché du travail, pourrissent le marché du travail. Les syndicats ou l'Organisation mondiale du travail, l'OIT, qui l'Organisation mondiale du... Je ne sais plus l'idée que je voulais... Les flux migratoires, oui. Bon, enfin, je vois que l'heure tourne. Je vais sortir de ce raisonnement, mais c'est pour vous dire que cette fonction d'employeur, de rémunération du travail, est une fonction fondamentale de la nouvelle agriculture. Je veux dire, on peut pas... cette situation de pauvreté interdit l'investissement, interdit l'innovation. Or, dans la situation actuelle, on sait que les premiers investisseurs, les premiers novateurs, ce sont les paysans eux-mêmes. Ce n'est pas des financements internationaux ni nationaux, c'est les paysans. Donc il faut absolument qu'on renverse cette tendance. Sinon, effectivement, on va vers des situations de destruction sociale et environnementale très, très importantes. Alors, je vais... si j'insiste sur ces projections, c'est pour vous dire qu'il nous faut des exploitations familiales productives, évidemment. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, mais il faut qu'elles aient une haute valeur environnementale, comme on le disait. Il faut qu'elles aient une haute valeur sociale, comme j'ai essayé de le démontrer. Et donc qu'on soit dans des agricultures qui incorporent qui répondent à ce cahier des charges, à cette triple fonction. Donc qu'on ait vraiment des agricultures et des exploitations familiales multifonctionnelles, comme on le dit. Et bien sûr, c'est l'affaire de tout le monde. Bien sûr, c'est un rôle fondamental pour les organisations de producteurs, les organisations paysannes. Mais c'est vrai que les jeunes, dans cette affaire, doivent jouer un rôle fondamental. Il y a besoin, évidemment, d'itinéraire individuel qui se développe. Il y a besoin d'une démarche collective, parce que le jeune est pris, évidemment, dans son milieu. Il faut qu'il en sorte, il faut qu'il soit aidé à en sortir, sans être en contradiction avec les générations précédentes. Mais il faut aussi que l'État, bien sûr, développe des politiques publiques d'installation, de formation, évidemment. Je crois que c'est votre sujet majeur. Mais également, et c'est ce qu'on voit aussi dans nos pays, c'est que pratiquement toutes les politiques qui font partie d'une politique agricole, c'est-à-dire le foncier, l'investissement, le crédit, la politique des marchés, donc toute la politique du knowledge system, c'est-à-dire le paquet recherche, conseil, accompagnement des producteurs, etc. Toutes ces politiques doivent avoir une composante jeune. Hein. Voilà. Et donc c'est tout cet ensemble-là que j'imagine sur lequel vous allez travailler. Les jeunes, vous savez, au Moyen-Âge, c'était les moines qui étaient les pionniers de la défriche des forêts jusqu'au XIIIe siècle dans nos campagnes. Voilà, c'était ceux-là qui étaient les acteurs de l'innovation, les acteurs du changement, les acteurs du développement de l'agriculture, jusqu'au moment où
où ce modèle s'est bloqué, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et je crois qu'il y a un effet, il doit y avoir un effet génération, hein, qui est à la fois quelque chose d'individuel et de collectif. En France, on a un syndicat des jeunes agriculteurs qui a largement porté la rénovation, la grande rénovation de l'agriculture française. C'est une génération d'après-guerre qui, formée dans les mouvements de jeunesse, d'ailleurs, agricoles, s'est retrouvée dans un syndicat jeune qu'ils ont à l'intérieur du grand syndicat des agriculteurs et qui a porté les grandes réformes du début des années 60 qui ont été vraiment un tournant dans la modernisation ou l'évolution de l'agriculture française. C'était ce qu'il fallait faire à l'époque. Il y a d'autres évolutions à faire aujourd'hui, mais c'est vrai que ce syndicat jeune a été une véritable avant-garde, en complicité d'ailleurs avec les ministres de l'époque, notamment un ministre célèbre qui s'appelait Edgar Pisani, qui a porté cette rénovation et cette réforme dans les années 60. Et je pense que c'est Alors, j'ai pas le temps de parler de l'année de l'agriculture familiale, mais les jeunes agriculteurs vont faire un grand événement en septembre à Bordeaux. Ils veulent renouveler l'idée d'un congrès mondial des jeunes agriculteurs, donc ils ont pris des contacts. Alors, comme il n'y a pas des mouvements équivalents dans les autres pays, c'est un peu bricolé, mais je pense qu'il y a un mouvement générationnel qui doit se dessiner, à mon avis. Bien sûr, c'est de la formation professionnelle, mais c'est aussi cette espèce de lien de solidarité qui doit se créer parce que c'est votre génération cette génération qui va de... C'est pas la vôtre, c'est ceux de vos élèves pour certains, enfin c'est la génération dont on va parler en tout cas, qui va de 2015 à 2050. Soit ça... Il y a des transformations majeures, soit franchement ça va être une situation difficile. Voilà. Merci. Alors je suis désolé, j'avais prévenu, je suis obligé de prendre un tax pour aller vite à mon autre réunion. C'est un engagement que j'avais pris. Voilà, je vous ai mis ça sur les genoux et vous allez vous en débrouiller. mais puisqu'il y a ici des tas de gens qui connaissent tous ces sujets, il n'y a pas de problème. Merci Henri. Il nous paraissait très, très important en fait d'ouvrir la réflexion que nous allons construire en fait pendant ces 3 jours par justement cette mise en perspective internationale, cette mise en perspective macroéconomique mais aussi sociétale. Henri vient de nous le dire. Je vous recommande à ce propos l'article d'Henri que j'ai diffusé à un certain nombre d'entre vous, qui reprend ces différentes idées étayées avec des chiffres et qui présente cet argumentaire extrêmement convaincant. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous le recommande vraiment, vraiment. Je vais le lire. Merci Henri. Bon, désolé. Alors, cette première contribution, en fait, d'une part du fait des contraintes d'Henri Rouillet-Dorfeuille, nous avions prévu qu'elle ne soit pas assortie de questions, mais je vous rassure tout de suite, toutes les autres contributions, nous avons prévu des temps de contribution relativement courts et des plages de temps importantes pour la discussion. Donc, je vais maintenant très, très brièvement vous présenter donc le programme de ce colloque, mais avant de présenter le programme, un regard très rapide sur la grille d'analyse que nous avons utilisée pour construire ce colloque et construire les réflexions autour de la question de l'installation en agriculture. Vous verrez que cette grille d'analyse est un peu le fil rouge des 3 jours de travail. C'est le fil rouge aussi du film que nous allons voir cet après-midi. Donc une manière de structurer la réflexion, d'organiser la réflexion.